Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous avec la diplomatie. Aujourd'hui, nous serons dans un pays très loin de chez nous, mais dont les Sénégalais raffolent de la musique. Et certains de nos artistes s'essaient avec beaucoup de bonheur, avec brio dans cette musique. Un pays réputé pour son cigare, le pays de Fidel Castro, le pays du Che Guevara, qui pourtant n'est pas natif de ce pays. Vous avez trouvé, il s'agit de Cuba. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'être reçus par son Excellence, Madame Maïdolis Sosa, ambassadrice de Cuba au Sénégal. Et comme à notre habitude, nous allons nous entretenir avec elle en toute diplomatie des relations d'amitié et de coopération qui unissent Cuba et le Sénégal. Et sans plus tarder, je vous invite à aller la retrouver. Buenas tardes, Excelencia, señora Sosa. Bienvenida a la Embajada de la República de Cuba en Dakar. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por recibirnos en su casa. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Sean bienvenidos. Sí. Aprendí. Bienvenida a nuestra embajada en la residencia de Cuba en Dakar. Excelencia. Quisiera que se sintiera como en su casa y bueno, vamos a ponerla como si fuera una cubana. Je voudrais que vous vous sentiez comme si vous étiez chez vous et on va faire une petite transformation dans votre image. On va vous proposer un habit cubain qui s'appelle la guayabera. Et attendez-moi 5 minutes, je reviens. Gracias. Et voilà. Ah, Ça, c'est en noir pour vous. Es C'est la- de la l'habit misma? officiel Ok. cubain. Ah. Et il y a un modèle qui s'appelle Guayabana. Ça, c'est pour la ville de La Havane aussi. Et voilà, vous avez les parfums qui célèbrent les 50e anniversaire de la constitution et la fondation de la ville de La Havane. Havana. Je vous propose aussi de porter ces Porter. parfums, Oh, d'accord, muchas gracias. en vous habillant. Et comme ça, vous serez à La Havane, à Cuba. Soyez les bienvenus encore. une fois. Gracias. S'il vous plaît. Estoy aquí, Ah, Excelencia. voilà, un véritable cubain. Ah, merci. Maintenant, on ajoute le parfum. Cuba, première île des Caraïbes avec une superficie de 110 860 km, est un État communiste d'Amérique du Nord. L'archipel est situé entre la mer des Caraïbes au sud, le golfe du Mexique au nord-ouest, la Floride au nord et les Bahamas au nord-est. Sa population est estimée à plus de 11 333 483 habitants en 2019. Havane, la capitale, se distingue de par son architecture hispano-coloniale du XVIe siècle. Cuba a été une colonie espagnole de 1492 à 1898, puis territoire des États-Unis jusqu'au 20 mai 1902. Il devient une république socialiste après la révolution cubaine en 1959. Les peuples et ethnies sont une majorité de mulâtres avec 51% et 37% de blancs ainsi que 11% de noirs. Au Cuba, c'est la liberté de culte. Le catholicisme est la religion la plus pratiquée et viennent ensuite les cultes afro-cubains. Le Cuba, pays de la salsa et des cigares légendaires, regorge d'atouts touristiques remarquables. Son histoire, ses plages de sable spectaculaires émerveillent les millions de touristes qui visitent le pays de Fidel Castro. Près de 80% du territoire sont constitués de plaines et de bas plateaux formés de roches calcaires.
Après la révolution cubaine, Fidel Castro a dirigé le pays de 1959 à 2008. Il cède le pouvoir à son frère Raoul en 2006 pour des raisons de santé. En avril 2019, une nouvelle constitution a été adoptée. Elle institue la séparation des fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement. La République de Cuba est confrontée à un environnement régional difficile, marqué par la persistance des sanctions américaines renforcées sous le mandat de Donald Trump et l'effondrement du programme pétrolier du Venezuela. Sa politique extérieure se caractérise par la recherche de nouveaux partenaires comme la Chine, l'Union européenne, la Russie et l'Afrique. L'économie cubaine s'est encore affaiblie avec la crise de la COVID-19 qui a privé le pays d'une de ses ressources principales, le tourisme. Le PIB a d'ailleurs chuté de 11% en 2020. Buenas tardes, Excelencia, Buenas tardes. y gracias por recibirnos en su casa. Gracias a ustedes por estar acá en vuestra casa también. Gracias. Est-ce que, Excellence, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs en vos titres, grades et fonctions? Bien sûr. Je m'appelle Maidolis Sosa Hilton. Je suis l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès de la République du Sénégal. Ça fait 3 mois presque que je suis arrivée à Dakar. Et dès mon arrivée, tout est bien accueilli, j'étais bien accueilli, tout s'était bien passé. Et en tant qu'ambassadeur, j'espère bien accomplir mes fonctions avec les frères et les sœurs sénégalaises et en plus des Africains qui m'ont bien accueilli aussi. Alors, Dakar est votre premier poste ou bien vous avez déjà servi ailleurs? Dakar, c'est ma première poste en tant qu'ambassadeur. Mais en tant que diplomate, on a travaillé dans des postes préalablement, toujours dans l'Afrique. Il faut préciser que toujours dans l'Afrique, j'étais à la République du Congo, j'étais en Guinée-Conakry, j'ai fait des missions officielles aussi au Mali et au Gabon. Et c'était un peu le parcours de ma carrière professionnelle en tant que diplomate. Alors, en tant que diplomate pour la première fois à Dakar, comment comptez-vous vous y prendre pour mener à bien votre mission? Quel sera votre rôle en tant qu'ambassadrice du Cuba au Sénégal? Bon, en tant qu'ambassadrice de Cuba au Sénégal, la première chose à faire, c'est bien sûr bien représenter l'État cubain en tant que représentante de toutes les institutions. Il faut préciser parce que l'ambassadeur, c'est le représentant de toutes les institutions officielles, en plus le représentant du président de la République. Et nous avons un engagement et un compromis de renforcer les liens bilatéraux entre le Cuba et le Sénégal et entre nos peuples, que bien sûr, on entame des relations très historiques. Cette année, on célèbre le 9 août, on va célébrer le 48e anniversaire d'établissement des relations. C'était en 1974, quand Cuba et le Sénégal ont établi les relations diplomatiques. Et bien sûr, en tant que femme aussi, c'est un rôle très important pour montrer l'image, montrer qu'est-ce que c'est Cuba, comme le peuple africain aussi, parce qu'on doit dire que nous sommes des afrodescendants aussi. Nous avons notre culture très attachée à Cuba. On ne va pas revenir à l'histoire de comment dans l'Amérique et le Caraïbes, nous avons des liens et les racines africaines. Mais ça, c'est notre devoir aussi. En plus, c'est la continuité. Il faut préciser que même en tant que représentant, nous avons la tâche d'être et devenir la continuité de tous les ambassadeurs, tous mes prédécesseurs, parce que c'est la mission diplomatique de Cuba. Ça n'encadre pas seulement la personne qui est dans ce moment-là pour travailler, sinon les pays qu'on représente dignement. Alors, est-ce que cela veut dire que les femmes représentent beaucoup de choses à Cuba? Parce que celle qui vient de partir, c'était une femme. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont de vraies battantes à Cuba? Bien sûr. Je peux vous dire que depuis qu'on a ouvert l'ambassade, que c'était en 2001,
Le premier, c'était un ambassadeur homme. Après, il y a un peu d'équilibre. Il y a eu à peu près 3 ambassadeurs hommes, 3 ambassadeurs avec moi, et femmes. Mais au niveau de l'État, on peut dire que Cuba occupe la 12e place au niveau mondial pour la composition de femmes dans le Parlement. Nous avons équité, genre. Exactement. Okay. Exactement. Et notre État prône la participation effective et active des femmes dans toutes les institutions et bien sûr avec les postes, les femmes reçoivent les mêmes salaires que les hommes. Et dans le système de l'État civil, les femmes occupent les 78% des fonctions. Ça veut dire que nous avons une bonne représentation dans la fonction civile de l'État et aussi au niveau international. Alors, vous avez dit 48 ans de relations diplomatiques entre Cuba et le Sénégal. Dans quel domaine se porte cette collaboration et ces relations entre les deux pays? Bon, on peut dire qu'il y a plusieurs domaines. Et il faut signaler, il faut bien reconnaître que dans toute cette année, et à partir de l'ouverture de l'ambassade ici, on a travaillé pour développer différents domaines. Domaines qu'on peut mentionner comme la culture, que c'est le plus connu ici au Sénégal, la culture, mais aussi dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans la santé. Et il faut reconnaître aussi que les dernières années, toutes ces dernières années que viennent de finir, même avec la COVID, les relations bilatérales ont connu une grande redynamisation parce qu'on a signé beaucoup d'accords. Et mon devoir et ma tâche, c'est de les implémenter et de concrétiser et de mettre des projets en marche. Et pour ça, bien sûr, je compte avec les autorités sénégalaises, les hautes autorités sénégalaises dans différents ministères pour accomplir la tâche ensemble, parce que ce sont des relations bilatérales pour le bien-être de nos peuples. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui restent à faire encore? Si oui, dans quel domaine, par exemple? Bien sûr, on peut identifier, on a pu identifier, je viens de vous mentionner que ça fait 3 mois que je suis là, mais on peut identifier qu'on peut faire des choses dans le domaine touristique, par exemple. Parce que c'est vrai que Cuba et Sénégal, nous avons même un peu de similitudes dans les côtés géographiques. Nous avons la mer, nous avons les côtes, nous avons aussi, la forêt, et il y a l'écotourisme, il y a les produits plage, soleil, et il y a le tourisme de santé, il y a le tourisme culturel. Dakar et Sénégal accueillent beaucoup d'événements culturels importants pour la sous-région et pour la région. Et Cuba aussi accueille beaucoup d'événements culturels comme le Festival international du jazz, la Foire des livres. Et nous avons aussi maintenant la Biennale de Dakar. Et toujours, Cuba y participe? Et il y a la présentation des artistes cubains ici. L'année 2018-2019, si ma tête ne me trompe pas, et Cuba a participé à une participation de haut niveau avec la vice-première ministre du ministère de la Culture, et il y a eu une forte délégation. Maintenant, il y a la présentation des ouvrages des artistes plastiques. On a dans l'ancien palais de justice, il y a des espaces. Et aussi, nous avons un espace off, comme on dit, dans le musée des arts africains, pas des artistes cubains. Mais on a aussi la présence de pièces artistiques au musée de Renaissance. Il y a un buste de José Martí, notre héros national, et aussi au niveau du musée de civilisation noire. On a beaucoup à partager dans le domaine culturel, mais il reste à faire, comme je viens de vous dire, au niveau touristique. Il reste à accomplir et à concrétiser des projets dans la santé, dans la recherche scientifique. Et on peut échanger Il me semble des que Cuba expériences. est très en avance sur le plan de la santé et de la médecine. Et oui,
Cuba est bien reconnu pour ça et je peux vous dire que notre leader historique, Fidel Castro, et même les années 80, il a dit que Cuba doit devenir un pays d'hommes de science. Et l'histoire a fait preuve que grâce à ça et tous les efforts que l'État a mis pour développer la recherche scientifique et créer hommes de science et travailler avec les gouvernements et mettre en pratique toutes les idées, toutes les politiques avec l'accompagnement de la science, c'est très important. Et c'est une nouvelle modalité dans les gouvernements cubains. Et ça nous a montré et ça nous a permis de faire face, par exemple, à la pandémie, qui n'est pas finie, la COVID-19. Mais grâce à la science cubaine, on peut dire que nous avons pu faire face à cette pandémie. Alors, comment se déroule une journée de son Excellence? Bon, mes journées à Dakar, ce sont, on peut dire, bien tranquilles. Je peux dire que je ne connais pas Dakar comme tout le monde peut dire. Et on a un travail chargé, on vient de s'installer, on doit connaître un peu la ville, mais je ne me sens pas dépaysée. Ma journée, c'est des activités peut-être diplomatiques et essayer de rencontrer des collègues du corps diplomatique, comme ça se doit, le protocole, faire des visites de courtoisie, échanger avec les personnes qui viennent pour demander les visas et pour aller à Cuba, n'importe quel intérêt touristique, et santé, connaître un peu la culture. Et aussi échanger avec les Sénégalais, les travailleurs, les personnes qui nous aident pour entamer notre mission ici, que je donne tous les mérites à cette personnes qui travaillent ici à l'ambassade parce qu'elles sont, on peut dire, nos collègues, parce qu'on peut travailler et ils nous aident au fonctionnement interne de l'ambassade. Des fois, surtout les week-ends, on fait une petite promenade pour la corniche parce que je dois remercier la localisation. Oui, on a la belle corniche que maintenant il y a des espaces off aussi pour la biennale et ça permet de recréer un peu les visuels, l'ambiance et ça nous rapproche chez nous parce que nous avons un malecón de la Havane que c'est aussi un corniche par lequel les citoyens de la Havane, tout le monde court, il faut des sports. Chaque dimanche que je vois les Sénégalais en faisant du sport, ça vous rappelle ça me rappelle la Havane. Ça me rappelle la Havane. Et entendre, écouter la mer si proche, c'est pour ça que je ne me sens pas dépaysée. Est-ce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent se rendre à Cuba? Bon, je ne peux pas dire beaucoup si on fait la comparaison avec d'autres pays, mais il y a l'intérêt. Il y a l'intérêt pour faire des études, il y a l'intérêt pour visiter, pour connaître, pour participer dans des fois des événements touristiques et culturels, et pour faire des commerces. Il y a des intérêts. Bien sûr, il y a... Qu'est-ce que l'on peut trouver à Cuba qui pourrait intéresser un Sénégalais? Bon, vous savez, dans les prochains mois, il y aura la foire internationale de La Havane, que c'est l'espace commercial pour les entrepreneurs, les entreprises, les hommes d'affaires. Et Cuba, chaque année, on célèbre cette foire, que ce n'est pas seulement un espace pour le commerce bilatéral, sinon c'est un espace pour rencontrer des hommes d'affaires d'Alger, des partenaires de la région et d'Alger. Et quel genre de choses on peut trouver dans cette foire? Et il y a dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine culturel, dans les différentes industries et dans le domaine scientifique. Nous avons par exemple une entreprise qui est bien connue ici en Afrique, c'est la Biofam, qui s'en occupe de la production de médicaments sur la base de produits naturels pour l'usage dans les hommes et les animaux. Et ça, c'est dans le domaine de l'agriculture, que c'est bien connu ici en Afrique. Ça contribue aussi à la lutte contre le paludisme et les autres maladies qu'on peut trouver. On peut travailler ensemble.
il y a dans les textiles, vous voyez, dans les textiles, dans la culture du parfum, les décorations, il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines à découvrir, comme il y a plusieurs domaines aussi à découvrir ici au Sénégal. Ok. Et c'est à vous de booster et de mettre en route C'est tout à nous cela. de booster, de montrer, bien que je vous ai montré cette parfum de lavande, c'est de la maison de parfum de Cuba, Suchel Camacho. Et c'est un très grand, connu, c'est cette parfumerie. connu. Et nous avons aussi des investisseurs, ce n'est pas seulement de l'Europe, nous avons la présence dans le domaine touristique de les investisseurs, les hommes d'affaires de l'Espagne, de la France, même notre ministre du Tourisme était la semaine dernière en Canada pour lancer les produits cubains parce que nous sommes dans les Caraïbes et nous sommes une île et le tourisme, c'est le secteur le plus principal, non, pour les Donc vous pensez que c'est le secteur qui reste le plus à développer dans les relations entre les deux pays? C'est ça, on peut dire que ça sera un secteur intéressant pour découvrir et pour voir qu'est-ce qu'on peut ensemble, pas seulement pour les échanges culturels et les échanges de voyageurs, mais aussi pour la façon de faire le tourisme. Il y a des événements touristiques. Le mois dernier, on a eu la foire de tourisme à Cuba. Et on peut échanger les expériences, comme on peut dire, et des formations peut-être. Et il y a aussi dans le domaine culturel, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire. Et il y a les présentations de livres, par exemple, de beaucoup des auteurs sénégalais qu'on peut envisager, faire des présentations là-bas. Parce qu'à Cuba, tout qui vient de l'Afrique, on les sent comme chez nous. C'est chez nous, ce sont nos racines, ce sont nos ancêtres. Et vous me voyez, c'est ça. Et nous sommes africains. Et je ne parle pas seulement pour les couleurs de peau. Et on parle pour la culture, pour les traditions. Vous savez que culturellement, il y a la route de l'esclavage. Je remarque bien l'esclavage parce que normalement on dit l'esclave, mais c'était des Africains qui avaient déjà ses coutumes, sa culture, son système de vie politique et à cause de ce processus de l'histoire, ils ont été esclavisés à cause de la colonisation. Mais Cuba était en destination. Il était l'Haïti, il était le Brésil, il était aussi en partie de l'Amérique du Nord. Mais ce sont nos ancêtres. Donc vous vous sentez africaine? Tout à fait. Et ça sera, si je ne me sens pas en tant qu'Africain, ça sera en position de nier l'histoire. Un déni de l'histoire. Et c'est pas ça. Pas... Vous m'avez confié que vous aviez une grand-mère qui s'appelait Africa. Oui, ma grand-mère. Carrément Africa. Africa Sosa. Africa. Et c'était un peu bizarre parce qu'à l'époque, vous imaginez, ma grand-mère. Avec ce nom-là, ce n'était pas si, comme on dit, populaire, courant, si fréquent, parce qu'à l'époque, on donnait les noms, à cause aussi de la colonisation, les noms de calendrier, de les saints, de l'église, les noms qu'on est dans la date qu'on est né, mais elle s'appelait, paix à son âme, elle s'appelait Africa. Il n'y a personne dans votre famille qui porte ce nom ou bien? Non. Non. Mon père s'appelle Ricardo, on peut dire Richard. Et ma mère s'appelle Myriam. Et non. Mon nom, c'est un mélange. Quand on dit Maïdolis, ça sonne un peu à l'anglais, mais ce sont des choses de maman et papa. Mais quand même, très cubaine de cœur, de conviction, de formation. Et surtout, très fière de mes racines africaines. Est-ce qu'il y a beaucoup de Cubains au Sénégal? Et dans quel domaine? Bon, Cubains de naissance, non. Mais Cubains de cœur, oui. Maintenant, vous avez montré, il n'y a pas vous un avez seul entré. Cubain au Sénégal, à part vous? Non, il y a des Cubains. Il y a une communauté très petite. Oui. Combien de personnes? 5-6 personnes, c'est qu'on a pu enregistrer. Qu'est-ce qu'ils Sénégal, font à Dakar? il
Il y a un qui sont dans la culture, surtout, ils sont dans la culture, mais ils ne sont pas tous sont ici à Dakar, il y a quelques-uns qui sont un peu loin, et il y a d'autres qui voyagent, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas si permanents ici au Donc on peut Sénégal. dire que le Sénégal n'intéresse pas spécialement les Cubains parce qu'ils ne connaissent pas, et c'est justement votre rôle de faire connaître davantage le Sénégal. Ça ne sera pas une chose de dire que ne l'intéresse pas. Je pense que ce n'était pas dans les destinations qu'on peut... Non, parce que ça, beaucoup de choses peuvent influer dans cette décision, vous voyez, et même il y a des circonstances, et les gens ils sont peut-être voyagés pour découvrir, pour faire des études, d'autres pays qu'on a entendu parler, d'autres pays avec lesquels Cuba a eu plus d'échanges dans des années dernières. Par exemple, vous savez que Cuba a accueilli beaucoup de jeunes pour la formation. Ce n'est pas récent, c'est pendant les années 70, les années 80, beaucoup de jeunes africains se sont formés à Cuba. Et ça continue maintenant, Et c'est une possibilité aussi de le faire. Et faire des études, non, pas seulement dans le domaine de la santé, sinon dans plusieurs domaines des études universitaires. Et peut-être, c'est pas de la connaissance de tous les Sénégalais et de les Cubains, mais que le Sénégal est bien connu à Cuba, est bien connu par la présence de l'Aragon. Et par les la Cubains savent que les Sénégalais adorent la musique bien cubaine. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les Cubains savent aussi qu'avant, il y avait un programme dans la télé dans lequel on présentait les groupes et les ensembles cubains, et la musique cubaine. Et les Cubains connaissent qu'ici, parce que moi, je l'ai su avant de venir ici. J'ai eu l'information que les Sénégalais, dans la rue, un téléphone pouvait sonner et les gens pouvaient entendre la musique de l'Aragon comme les sonneries du téléphone d'un Sénégalais. L'Aragon vient chaque année. Et l'Aragon, oui, c'est un place préféré pour l'Aragon et les Sénégalais préfèrent aussi. J'ai entendu et j'ai vu l'autre jour, je vais vous raconter une histoire. J'étais à la salle du Grand Théâtre pour l'inauguration de la Biennale. Et dès qu'on rentre, on prend place dans les côtés pour les corps diplomatiques. Et j'entends un groupe qui commence à jouer. Et c'était un morceau de Chan-Chan de Cuba. Et quand je demande, parce que je venais d'arriver, ils m'ont dit ce sont les baobabs. Et j'ai entendu toute la préparation, toute la présentation de baobabs. Et j'ai dit, bon, il faut que je danse avec les baobabs parce que et les baobabs, c'est comme être à Cuba. Et ils m'ont dit qu'il y a beaucoup d'orchestres, beaucoup de groupes qui jouent la musique. C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas fait la découverte complète de Dakar. Il faut que je le fasse, mais quand même, ça fait 3 mois. Très bientôt, ça fera 3 mois. Et on va le faire, Donc, à part l'orchestre Baobab, vous ne connaissez pas d'autres musiciens sénégalais? Et non, mais quand j'étais à Conakry, j'ai participé, j'ai pris part dans beaucoup de cérémonies où on jouait avec la kora, et que c'est un instrument très, très, très connu. Même ici, il y a un livre sur les instruments musicaux à Cuba, qui se ressemble beaucoup à ce que j'ai vu dans différents musées ici et que j'ai vu aussi dans des présentations des orchestres africains. Et ça montre que ce sont des liens, c'est un livre cubain, ce sont des liens des instruments de musique que l'on retrouve en Afrique, au Sénégal, en Guinée. Ce sont des origines, ce sont nos ancêtres, ce sont ce que les Africains ils sont emportés, ils sont laissés chez nous, ça fait partie de notre culture aussi. Même qu'on vous avait donné le nom de Fatoumata Binta Diallo, vous m'avez dit, en Guinée, parce que vous ressemblez à une Guinéenne. Oui. Et quand j'étais en Guinée, les gens, ça c'est quelque chose de traditionnel de l'Afrique, non? Et on te place toujours dans une ethnie ou un groupe que tu peux rassembler. Ils disaient que j'étais Peul. Alors j'ai toujours dit que je suis cubaine, africaine des origines bien sûr, mais je suis cubaine, mais que j'étais Peul.
Et les amis de la solidarité, les amis de Cuba, et en ce moment donné, au moment de mon départ, on a fait une activité et ils ont dit, bon, on va te baptiser comme Fatoumata Binta Diallo. Et je dis, bon, d'accord, ça c'est mon nom guinéen, le nom que je porte. Et ici, on ne nous a pas encore trouvé un nom? Pas encore, mais je sens que le Fatoumata Binta Diallo, ça ne s'éloigne pas du Sénégal. Hein? Ça peut marcher ici parce que... Oui, ça peut marcher ici, mais on va peut-être surnommer Awa Diop, par exemple. Awa Diop, d'accord, d'accord. À partir de maintenant, quand on parle au téléphone, on se voit, ma sœur Awa Diop et ma sœur Djenabou. Ça marche. Alors, vous considérez les Caraïbes, où se trouve Cuba, comme la 6e région de la diaspora. Pourquoi vous dites ça? Il faut préciser que ça s'est sorti de l'Union africaine, et selon les informations qu'on a lues. Et en 2019, il y a eu l'initiative au niveau de l'Union africaine de reconnaître la diaspora du continent américain en tant que 6e région. Et ça montre que nous sommes partis, et tous les pays du Caraïbe, les CARICOM, comme on appelle, et Cuba, et c'est au milieu du Caraïbe. Et on peut dire qu'on fait partie de la 6e région. Ça se voit dans notre tradition, notre culture, notre façon d'être. Alors, Excellence, Cuba, je trouve, est un pays qui mérite d'être cité en exemple sur le plan de la résilience, parce que 60 ans d'embargo et de blocus, comment les Cubains ont fait pour survivre plutôt, à 60 ans de blocus, d'embargo? Oui, nous savons, je dois vous dire et profiter de cet espace pour dire que toute la reconnaissance, et comme vous venez de dire, c'est à notre peuple, à les peuples cubains, de lesquels je fais part, parce que nous avons montré la résilience, nous avons tenu à cette blocus. Et il y a un peu la différence entre blocus et embargo. Et ce sont des termes techniques et légaux, mais c'est un blocus. Embargo, parfois blocus. C'est le blocus. On dit que c'est un blocus total, parce que c'est complet. Rien ne sort de Cuba. C'est un blocus économique, financier, commercial, que ça a un impact aussi sur les pays tiers, parce que ça a des conséquences avec des autres pays, parce qu'on ne peut pas faire de commerce presque avec aucun pays. Mais ça nous a montré aussi on peut compter sur notre capacité de surmonter cet obstacle. Et il faut préciser que les blocus a connu la période les plus hostiles ces dernières années, et même dans le contexte Covid, il n'y a pas eu de précédent dans l'histoire des blocus comme ça s'est montré ces dernières années. Comment vous avez fait avec la Covid? Vous avez dû compter que sur vous-même pour faire vacciner le peuple cubain? Bien sûr, tout à fait. Ça montre notre capacité, et c'est pour ça qu'on a exprimé notre reconnaissance à tous les hommes de sciences de Cuba. Et pas nous seulement, même l'OMS, la semaine passée, le directeur général de l'OMS a reconnu la capacité et les bienfaits des hommes de sciences et de la santé de Cuba, parce que nous avons créé nos propres vaccins. Nous avons créé 5 candidats vaccinaux reconnus par l'autorité qui doit autoriser l'utilisation, et l'autorité de régulation pour l'utilisation, l'autorité nationale. Et nous avons la Soberana 1, Soberana 2, Abdala, dans lesquels nous avons vacciné la population. Nous avons 96 avec nos propres vaccins. Et tout le peuple cubain a été vacciné ainsi. 96% de la population est vaccinée. Vous n'avez pas trop souffert de la Covid alors à Cuba? Vous n'avez pas trop souffert?
la Nous Covid. avons eu des conséquences quand même, Avant la découverte du vaccin. c'était une page triste de l'histoire. Je pense qu'aucun pays en ce moment est en condition de quantifier les effets, les affectations de la Covid, mais on peut dire qu'on a pu faire face grâce à notre résilience, à la créativité et le travail des hommes de sciences. Et on a partagé ce qu'on a pu faire avec d'autres peuples. On a été présent, on a envoyé 54 brigades d'émergence dans différents pays du monde. Et on a partagé, et ça montre notre solidarité, on a partagé notre savoir-faire et nos capacités de faire face à cette épidémie avec les amis et les pays qui sont demandé notre aide. Et il faut aussi préciser et remonter à l'époque de l'Ebola, qu'on a été présent ici, surtout en Afrique de l'Ouest. On a été en Guinée-Conakry, Sierra Leone, Libéria, avec des brigades spécialisées. Et la brigade que Fidel Castro il a créée, il a décidé de former un contingent de médecins pour les situations de catastrophe, les situations d'émergence. On l'appelle Henry Reef. Et c'était dans les années 2020 et à l'entrée de 2021 qu'il y a eu l'initiative des amis de Cubains de la nominer pour le prix Nobel de la paix, pour le travail solidaire humanitaire que cette brigade médicale cubaine a fait par le monde, pas seulement dans le contexte de la pandémie de Covid, mais aussi on a été présent au Pakistan, dans les catastrophes environnementales. Et on a tout ce contingent médical et dans les situations les plus graves que les gens peuvent faire face, on est disposé pour l'aider. Alors, Excellence, avec Fidel Castro, le peuple cubain a pu s'en sortir après 60 ans de blocus, comme on dit. Comment vous viviez? C'est avec son leadership que le peuple cubain a pu s'en sortir. On peut dire que c'est avec son leadership parce que Fidel parce que pour nous, il est toujours vivant. Et pour nous, il est notre leader historique. Et c'est Fidel qui a montré au peuple la propre capacité de se défendre, de vivre, de trouver des solutions aux problèmes. Mais aussi, c'est notre peuple qui a conservé et garanti l'unité. L'unité du peuple, on a garanti et on veut conserver les acquis de la révolution. Et c'est Fidel avec tous ses amis, les expéditionnaires d'abord, les bateaux Grand Mât qui sont quittés le Mexique. Et après, ils sont arrivés à la campagne de Cuba et ils étaient 5 dans un côté. Et ils étaient un groupe avec 5 fusils seulement. Ils se sont dit, avec ça, on peut faire la guerre. Et tout à fait, ils sont vaincus. Et le 1er janvier 1959, c'est le triomphe de la Révolution. Et ça, c'est la date historique dans laquelle le peuple cubain, celle de la campagne, celle de la ville, on a gagné. On est devenu propriétaire de notre propre destin. Et on peut dire que c'est Fidel, mais c'est surtout les leaders, ça veut dire la génération qui a mené ce combat avec Fidel, et Raúl Castro, Juan Almeida, Ramiro Valdés. Il y a beaucoup de membres de jeunes combattants qui maintenant ils sont, bien sûr, ils sont âgés, mais ils gardent toujours la foi et ils gardent la force. Et ce sont nos leaders. Et maintenant, dans la révolution, c'est la continuité. On dit toujours, et ce n'est pas seulement de dire, c'est en matière d'action, c'est la continuité de la révolution. Des idées de Fidel, des idées que c'était d'abord de José Martí, notre héros national, José Martí, le buste qu'on a au musée de la Renaissance
qu'on a placées là-bas. Et il y a là-bas, on peut prendre, il y a des images de la présence de Cuba ici et des fidèles ici en Afrique. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas seulement pour Cuba, ce n'est pas seulement un leader pour Cuba, c'est un leader pour le monde et pour les peuples qui sont dans une époque lutter pour leur indépendance. Et en Afrique, bien sûr, Cuba, fidèle, même Che Guevara, que je profite de l'occasion. Voilà. Je dis, Che Guevara, il est connu, aimé, adulé et il est même célébré, si je ne me trompe. Il était né un 14 juin. Mais ce qui m'étonne, c'est que Che n'est pas cubain de naissance. Il est plutôt argentin. Et il est décédé en Bolivie. Alors comment se fait-il que Che Guevara soit autant aimé et adulé à Cuba? Bon, c'est vrai que Che Guevara, il n'est pas né à Cuba, il est né à Rosario, Argentine. Mais on dit qu'il est cubain du cœur, de conviction, d'action, parce qu'à l'âge de 23 ans, par exemple, il a pris sa moto, il a fait un parcours par l'Amérique du Sud et ça lui a permis de connaître un peu la réalité du peuple du continent. Et quelques années plus tard, il rencontre Fidel en Mexique. Il accompagne Fidel, Raúl et les autres combattants que j'ai fait mention avant dans le bateau Granma pour amener la révolution à Cuba. Cuba l'a accueilli comme un de ses fils, bien mérité. Il a fait partie des gouvernements, les premiers postes à Cuba. C'est avec Che Guevara qu'on a implémenté le travail volontaire, comme on dit à Cuba. On travaille, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, on te paye un salaire pour faire des heures extra. Non, on attend quelque chose parce qu'on doit apporter à la société, on doit veiller pour le bien-être du peuple. Ce que l'on peut apporter à son peuple, à ses actions, à sa fonction sociale. Et on garde toujours ça, on garde le travail volontaire, que ça, c'est de sa création. Et c'est vrai que quand il a considéré que sa tâche a été accomplie à Cuba, il a décidé d'aller ailleurs. Il a été au Congo-Kinshasa dans un moment donné. Après, il est parti à la Bolivie. Et c'est malheureusement que là-bas, les ennemis du Che et les ennemis des révolutionnaires l'ont tué, vilement tué. Alors, depuis lors, Cuba se débrouille tant bien que mal, puisque rien ne rentre, rien ne sort. Cuba prend son destin en main, mais il y a toujours ce que je peux appeler, ce n'est pas une plaie, c'était la prison de Guantanamo, qui est toujours détenue par les Américains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Guantanamo? Il faut préciser que même si c'est un blocus économique, financier et commercial, on a des amis. On a des amis qui montrent qu'ils ne cèdent pas à ces impositions et chantage et de pression des autres gouvernements, pour le dire. Et on tient aussi aux amis, on tient au soutien qu'on reçoit, même de l'Afrique. C'est une condamnation qu'on a reçue dans les différents scénarios. Par exemple, aux Nations Unies, la plupart des pays qui sont membres, ils sont condamnés et ils sont dénoncés et ils ont demandé la levée des blocus imposés par les États-Unis à Cuba. Au niveau de l'Union africaine, ça fait la 13e fois que les sommets de l'Union africaine, tous les pays africains, présentent une déclaration de soutien de Cuba et exigent la levée des blocus. Et on a des amis partout qui soutiennent Cuba et qui on fait des échanges commerciaux. Bien difficile, bien compliqué pour le dire, mais on trouve le chemin. Mais comment on s'en sort? Avec la solidarité. Avec le savoir-faire, avec l'espoir et la résilience
et la conviction de que rien ne peut nous vaincre parce que nous avons décidé d'aller de l'avant et prendre notre destin en main. Par la force des choses, vous Et avez par- dû prendre votre destin en main. Bien sûr, et on a réussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, on a réussi. vous suffisez à vous. On a réussi. Qu'est-ce que mangent les Cubains en Qu'est-ce qu'on général? mange? Oui. Bon. C'est vous qui les cultivez ou comment? Oui, on mange presque comme ici, hein, sans ajouter le piment, mais presque comme ici. On mange du riz, on mange des légumes. Et tout ça là, c'est vous, ça vient de vos terres. Oui, ça vient de la Il y a terre. rien Il que faut, vous venez de l'extérieur. il faut bien développer, bien sûr. On a eu des échanges dans le secteur agricole et l'élevage aussi. Mais on mange, je ne me sens pas dépaysée parce qu'ici, je trouve les haricots, du riz, les légumes, les poulets. Et nous sommes africains, nous sommes nos ancêtres, c'est cubains. Et on a parlé des plats typiques. Et à Cuba, il y a un plat typique connu dans le secteur touristique, bien sûr, que c'est le congri, la viande, les manioc. Mais ici aussi, il y a les ajiaco. Ajiaco, c'est une espèce de soupe. C'est une espèce de soupe. On met le poivron. Et ça vient du nom ají. Mais c'était dans l'histoire, selon les historiens, dans les places où on fêtait la fête de San Juan, San Jean. C'est le 24 juin, selon le calendrier catholique. Et on fêtait, la communauté fêtait ça. Et il y avait les grandes casseroles. Et on mettait tout. Chaque voisin, chaque membre de la communauté mettait des légumes, les viandes, les choses. On fait ces bougies, comme on appelle les bougies, en gros soupe, comme ça. Et c'est un mélange. Et tout le monde mangeait en cordialité, comme la famille. Et si vous regardez bien dans l'histoire, Cuba, c'est un mélange. Nous sommes un mélange de la présence de la colonisation de l'Afrique, des Européens, même les Asiatiques. Et même la composition, si on parle des ingrédients pour cette plat, c'est un peu tout, les épices de Moyen-Orient, les sauces de l'Asie, et tous les légumes qu'on avait avec les aborigènes. Même à l'époque, on les mangeait avec quelque chose qu'on a changé pour le pain. À l'époque, on l'appelait cassave. On le faisait à la base de, on peut dire, la farine, mais c'est de blé. Le blé en façon de faire. Mais maintenant, on la change au niveau pour les pains. C'était les Européens qui l'ont pris comme les pains. Et nous sommes ça. Et ça, c'est notre culture. Ça, c'est notre identité. Alors, Excellence, est-ce que vous connaissez la cuisine sénégalaise? Bon, moi, je n'aime pas la cuisine. Je n'aime pas la cuisine et pour ça, connaître la cuisine, même pas beaucoup de plats élaborés, mais j'ai goûté, quand j'étais au Conakry, et on visitait un restaurant qui s'appelait La Sénégalaise et on faisait, comme on dit, les riz gras. Là-bas, ils appelaient les riz gras, que c'était, je viens de découvrir ici, les djeboujen, mais là-bas, ils appelaient les riz gras. C'était un riz avec la couleur jaune, avec rouge, oui, avec la sauce de tomate, avec les poissons, la viande bien épicée, et c'était magnifique, magnifique. Et maintenant, quand j'ai entendu parler de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de Djibougène, et dans les jours de l'inauguration, un peu, et là-bas, ils ont dit, même il y avait une façon de faire très particulière avec, c'est pas au four normal, c'était au four, non, oui, comme ça, une espèce de couronne comme ça, on met les bois en bas, c'était très, très, très intéressant. Et depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous mangez? Bon, je vous dis, je mange normal les haricots, du riz, les poissons, les poulets. Comme ce que vous mangez à normal, oui, les poulets surtout, comme on mange à l'avant. Pas trop de changements, Ici, on peut trouver bien quelques légumes quand même. On doit remercier la terre pour ce qu'ils nous donne.
Et on est dans le monde de l'environnement. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus ici au Sénégal? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Qu'est-ce qui me plaît de plus au Sénégal? Et même si je n'ai pas tout découvert, ça sera une approche très, très prémature, pour le dire d'une façon. Parce que vous n'êtes pas là depuis longtemps. Et ça me plaît les gens, la population. Même si je n'ai pas sorti trop, mais quand même, j'étais dans la rue, je marche vers la corniche, et les gens sont gentils. Il y a du respect. Les gens ne savent pas que je suis l'ambassadeur, je suis un citoyen normal, même en sénégalais si je ne parle pas. Et quand tu te rends un service, il y a la gentillesse, et c'était magnifique. C'était magnifique et ça montre la qualité de la citoyenneté, des citoyens sénégalais. Et c'est bien, c'est bien. Mais, alors, Excellence, on ne peut pas parler de Cuba sans parler de fameux cigares. Alors, c'est durant cette résilience que Cuba a découvert son fameux tabac, ou bien comment ça se passe, l'histoire de Cuba avec le cigare? Bon, pour vous parler de l'histoire des cigares liée à Cuba, et l'histoire de Cuba liée aux cigares, on pourra passer des journées, parce que peut-être on ne les connaissait pas, mais les cigares cubains, ils ont une participation très significative dans l'histoire et la lutte d'indépendance de Cuba. Vous savez, les mambises, que c'était les combattants cubains à l'époque de l'indépendance, des fois on s'envoyait des messages à l'intérieur, dedans, les cigares. Quand José Martí et les groupes de personnes, de travailleurs dans le secteur du tabac qui étaient basés aux États-Unis, il y avait des correspondances qui voyageaient dans les cigares. Ça veut dire que les cigares cubains ont un rôle très important dans l'indépendance et les luttes d'indépendance de notre pays. Et tout à l'heure, vous avez fait référence à l'histoire de Guantánamo, la ville de Guantánamo. C'est une lutte qu'on amène parce que c'est un territoire, bien sûr, qui a été illégalement occupé, la base navale de Guantánamo. Dans l'histoire, on l'a cédé, ils les ont gardés. Vous voulez toujours récupérer ça? Bien sûr, ça c'est dans le territoire cubain. Ça c'est dans le territoire dont on a la production du sel, les salines. On a aussi les terres là-bas sont très fertiles. À Guantánamo. Oui, dans la province, de Guantánamo. Bon, on tient, c'est un long débat. On tient toujours l'exigence et la demande de la récupération de la base illégale, occupée illégalement par les États-Unis de Guantánamo. Alors, en revenant du tabac et l'histoire associée à la culture et à la lutte d'indépendance de Cuba, c'est vrai que c'était une force très, très importante dans les combats et pour l'indépendance de Cuba. Maintenant, on le montre bien sûr comme un produit qu'on exporte, ça fait partie des traditions. Je vous propose de faire peut-être un programme avec l'histoire des cigares et pourquoi c'est très attaché à la culture. Mais c'est vrai que Cuba est bien connu par les cigares et nous avons aussi un festival de la Habanos à Cuba dans lequel on fait la vente en chair de la production de cigares. Et les revenus et ce qu'on obtient de cette activité, on les donne à la santé publique pour faire face au blocus, pour acheter dans des marchés internationaux les médicaments et les pièces pour les équipements pour traiter surtout les enfants malades du cancer. Ça, c'est une des choses qu'on fait pour faire face au blocus. Et on a eu la contribution et la collaboration de beaucoup de personnalités très importantes dans cette histoire associée au cigare cubain. C'est pas seulement à l'époque, sinon maintenant,
Et ça continue avec l'histoire des cigares. Cuba, c'est le pays des cigares et du rhum. Vous avez aussi du rhum? Oui, Du on bon a oui, des rhum cubains. On dit que c'est bon rhum et tout le monde dit aussi que c'est un C'est bon du rhum. bon rhum. Ok. Je vois ici aussi les instruments de musique qui se ressemblent. Qui se ressemblent aussi. Ah, ça, c'est les guitares, les tambours et tout ça. Bien sûr, les genre canaries ou quelque chose. Oui, qu'on a en vous Afrique voyez, aussi. vous pouvez même les identifier. Vous Ok. avez instrumentos cubanos, Cubanos. colecciones de instrumentos musicales en Catalogue. catalogue. Vous avez en collection, un catalogue des instruments musicaux cubains. Ouais. Et là, je vois, ça parle de Ça peut Fidel consommer. Castro. Oui, Ah, Fidel ça Castro. c'est en collection. Il restera toujours vivant. Bien sûr, une collection des images prises par son fils Alex Castro. Ok. Alex Castro, vous voyez. Et déjà, quand il était âgé, mais toujours actif, des images, tout en collection de photos. Et c'est son fils. C'est son Alex fils qui a Castro, fait ça. Ok. le photographe Alex Castro. Ok. Je vois aussi la photo du Che, Bien sûr. le Che Guevara. Et on a une présence permanente du Che Guevara ici avec nous. Cette photo, c'est une photo historique prise par le photographe Corda. Ça date de 1960? Oui, c'est la photo qui a parcouru tout le monde. Et Che Guevara avec les bonnets, avec l'étoile. Et aujourd'hui, C'est un héros national. c'est pas les héros nationaux, c'est les guerrilleros héroïques pour Cuba. Et je pense que c'est l'inspiration pour beaucoup de personnes au monde. Et ici en Afrique, j'ai trouvé des magasins en Afrique, pas au Sénégal, et les gens avec les photos. Au taxi, les photos du Che. Et dans les porte-clés, photos du Che. Ça veut dire que c'est aussi internationalement connu et donne l'espoir aux gens. C'est, Pour la libération pour du la peuple. libération. C'est toujours Fidel Castro Oui. qui est ici. Ah, ça, Alors, c'est vous voulez, fameux vous cigares. connaissez Roméo et et Juliette. Juliette. Roméo Habana, et Juliette. Cuba. Roméo et Juliette. Et vous savez, les Cohiba. Ça, ce sont les meilleurs cigares de Cuba. On peut dire ça. Vous allez goûter après? Je n'ose pas. Tu n'oses pas? Ça, c'est comme le rhum. Alors, on a aussi cette fameuse photo de Fidel à la première année de la Révolution. Ah, là, il était jeune. Il était en train, les plus significants de Camilo Cienfuegos, un des compagnons de combat de Fidel. Et cette photo date de 1959. Oui. Oui, il était oui. jeune. Et quand il était en train de prononcer ce discours avec le peuple de la capitale, vous voyez, aussi les plus jeunes blancs sont venus se poser à son épaule naturellement. Et ça a donné un symbole au monde. On prend la paix. On prend la paix et nous avons, c'est notre leader. Pour les Africains, ça signifie toujours un symbole. On n'a pas, on ne peut pas contredire ça, mais c'était quelque chose qui a rappelé et qui a attiré l'attention de tout le monde. Okay. Bueno, ça es el presidente de Cuba. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, nuevo le nouveau président de Cuba. Et voilà, pour tous ceux qui aiment Cuba, en cœur, yo amo a Cuba, Yo amo. pour se voir belle. Seigneur. Et ça symbolise cigare. Cohiba. Ok. Très bien. Voilà. Ça, c'est un peu la maison de Cuba, dans laquelle j'ai eu le grand plaisir de vous accueillir ce jour
Ouais, et merci une beaucoup. date historique pour notre pays, pour le monde entier. Il faut aussi préciser que la vie a voulu que dans cette date historique, deux hommes soient nés. On n'a pas mentionné Antonio Maceo. Antonio Maceo, c'était un combattant de la résistance. oui, à Cuba. Et il est né le même 14 juin, mais avec 83 années de différence de Che Guevara. Et il y a beaucoup de coïncidences dans l'histoire parce que les deux ils ont lutté pour Cuba, l'indépendance de Cuba. Et c'est pour moi un plaisir de vous accueillir à vous, à votre équipe, et le programme de la diplomatie. Tout le plaisir ici. est pour nous. Et Regarde tous ces bracelets-là, ça ne vient pas de Cuba. Ça, c'est africain plutôt. Ça, c'est africain, ça, c'est africain. Ça, c'est vrai, hein? On peut dire, en venant d'un africain, on peut dire. Ah oui, mais j'aime bien. Qu'est-ce que vous avez du Sénégal ici? Pas Et encore. pas encore. J'attends. Je vais vous trouver quelque chose. Pas encore. Merci beaucoup. En tout cas, Merci beaucoup, Marcel Genabou. Je vous remercie pour votre présence aussi. Et je viens de voir Marcel Genabou. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé s'il y avait des Cubains ici. Je vous considère déjà des Cubains, mais il y a ici des Cubains depuis qui portent Cuba dans leur cœur. C'est les membres de l'association ACN Cuba, qui c'est l'association de solidarité et d'amitié sénégalaise avec Cuba. Et grâce à la solidarité, Cuba a pu aussi sortir et faire face à cette blocus. Merci à Sénécuba, merci à tous les membres qui peuvent être en train de regarder l'émission. Et Cuba vous remercie pour votre soutien et on reste ensemble pour la solidarité et le bien-être de nos deux peuples. Merci beaucoup à Sénécuba et à la nouvelle cubaine Genabou. Gracias, Excelencia. Gracias. Muchas gracias. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs qui nous avez suivis aujourd'hui. Nous étions avec son Excellence, Señora Maidolis Sosa, c'est l'ambassadrice de Cuba au Sénégal. Et j'espère qu'avec elle, vous avez pu en apprendre davantage sur Cuba et aussi sur les relations qui unissent le Sénégal et Cuba. Merci encore et à nous retrouver pour un nouveau numéro.